Bonjour, je suis Sandrine Bonomo, je suis consultante en puériculture. J'interviens à la Maison de la parentalité et du bien-être Cocon et Papillon à Beauchamp. Et aujourd'hui, je vous propose donc d'aborder le thème de l'allaitement maternel ou le biberon, que choisir. Alors, au cours de ce webinaire qui va durer une petite heure, je vous propose de faire un parallèle entre l'allaitement maternel et les préparations infantile destinée aux nourrissons. On va voir qu'il y a plusieurs appellations. Mon but, c'est essentiellement de vous donner des informations qui vont vous permettre de faire votre choix en tant que future maman sur le mode d'alimentation pour lequel vous allez opter pour votre enfant. Alors, je vous propose au cours donc, de ce petit exposé, dans un premier temps, d'aborder la législation par rapport donc, à ces différents laits, quelques statistiques. Ensuite, on parlera de l'aspect nutritionnel au niveau qualitatif et quantitatif par rapport aux deux types d'alimentation. On parlera ensuite un petit peu de la physiologie, c'est-à-dire voilà, notamment comment se met en place la succion chez l'enfant. On abordera ensuite l'organisation en termes de matériel, hein, d'achat, voilà, au niveau financier. On parlera de l'aspect affectif et puis on terminera un petit peu par rapport au regard de l'autre, comment sont considérés l'un ou l'autre mode d'allaitement aujourd'hui pour se préparer au choix pour lequel vous allez opter. Alors, en termes de statistiques et de législation, donc je vous propose de faire un petit parallèle, en commençant d'abord par l'allaitement maternel et ensuite par le biberon. Alors, pour les personnes qui nous rejoignent, je vous informe que ce webinaire est enregistré. Aussi, voilà, si vous souhaitez vous identifier ou anonymiser votre identité, vous pouvez le faire. Voilà, comme vous voulez. Donc, j'avais commencé juste en expliquant effectivement comment j'allais organiser un petit peu mon propos, c'est-à-dire faire un petit parallèle entre l'allaitement maternel et les préparations à base de lait, enfin ce qu'on appelle des préparations pour nourrissons ou des laits infantiles destinés aux nourrissons. Alors, dans un premier temps, en termes de statistiques et de législation, par rapport à l'allaitement maternel, alors depuis les années 90-2000, il y a un regain effectivement pour l'allaitement maternel. De plus en plus, effectivement, les mamans reviennent vers ce mode d'alimentation. Alors c'est vrai qu'après la génération 68, il y a eu un petit peu un délaissement de ce mode d'alimentation et puis voilà, dans les 80-90, les mamans sont revenues petit à petit et c'est vrai que depuis les années 2000, effectivement, les mamans voilà, ont de plus en plus recours à ce mode d'alimentation. Pour ce faire, ben, dans les années 2000, c'est vrai que les pouvoirs publics s'en sont un petit peu saisis. Le nouveau PNNS, donc le Programme national de nutrition santé, donc qui est un programme de santé au niveau français, hein, au niveau de la France, donc recommande effectivement l'allaitement maternel et le tout dernier programme qui lui a été réécrit puisque ces programmes sont réévalués tous les 5 ans pour voir s'il y a des améliorations à faire. Donc notamment le nouveau programme national nutrition santé de 2019, donc qui court jusqu'en 2023. Dans son 10e objectif, il est question effectivement d'accompagner la femme avant, pendant, après la grossesse et durant l'allaitement maternel. Donc c'est vrai qu'en tant que professionnels de santé, nous sommes sensibilisés effectivement à promouvoir l'allaitement maternel, puisque l'OMS recommande 6 mois d'allaitement maternel exclusif, quand c'est possible. Quand on dit allaitement exclusif, c'est-à-dire ne pas enregistrer, ne pas, proposer à l'enfant d'autres types d'aliments que l'allaitement maternel jusqu'à 6 mois, c'est-à-dire à peu près jusqu'à l'âge de la diversification alimentaire, avec une poursuite, si c'est possible, jusqu'à 2 ans. Voilà, pour les mamans qui le souhaitent et qui le peuvent. Donc voilà, aujourd'hui, mon propos, ce n'est pas de promouvoir l'allaitement maternel, c'est de vous donner des informations sur ces deux modes d'alimentation pour que vous puissiez faire votre choix. Alors, pour vous donner quelques chiffres,
En Europe, on a le plus faible taux d'allaitement maternel. La durée moyenne est de 15 semaines, donc à peu près 3 mois et demi, ce qui est déjà bien. Mais effectivement, on n'est pas très bien placé en Europe. Alors à la naissance, 60% des enfants sont allaités, donc ce qui veut dire que 40% peuvent être soit au biberon, soit en allaitement mixte, hein. Là, il y a pas de chiffre, voilà, différencié. Donc 60% des enfants sont allaités à la naissance. Au bout d'un mois, on n'a plus que 50% des enfants, 1 sur 2, 32% à 3 mois, 23% à 6 mois. Dans le monde, on est à 40% d'allaitement. Et à 1 an, on n'est plus qu'à 10, entre 10 et 12%. Hein, donc, vous voyez que ça descend de manière assez drastique, hein. Au bout d'1 an, on n'a plus qu'un enfant sur 10 au lieu d'un enfant sur 2 à la naissance. Donc, les pouvoirs publics aussi en France ont créé un label, si vous en entendez parler, ce qu'on appelle le label Hôpital Ami des bébés. Donc, ce sont des maternités qui ont donc un petit peu une certification, en tout cas un label, qui répondent à certains critères, qui vont permettre de promouvoir l'allaitement maternel, mais pas que, hein. Il y a aussi l'accompagnement des mamans qui ne font pas forcément ce choix. Mais c'est vrai que là, du coup, il y a un accompagnement particulier, une attention pour aider les mamans à la mise en place, au démarrage de cet allaitement maternel pour qu'il puisse perdurer dans le temps. On s'est rendu compte qu'effectivement, souvent, les mamans se retrouvaient un petit peu isolées après et que la mise en route de l'allaitement, c'est environ au bout de 3 semaines que, on va dire, tout roule. Et que pendant ces 3 semaines, il peut y avoir des petits écueils et que les mamans n'étaient pas toujours forcément bien accompagnées. Donc c'est vrai que là, c'est voilà, accompagner les mamans, donner un maximum de conseils sur le temps d'hospitalisation qui est relativement court, somme toute, hein, mais permettre effectivement après de pouvoir être accompagné à l'extérieur par des professionnels de santé pour pouvoir continuer à allaiter. Alors en France, on a environ 51, on va dire une cinquantaine de maternités qui sont labellisées, qui ont ce label Hôpital Ami des bébés. Donc, si vous avez ce projet déjà dans votre projet de naissance, renseignez-vous. Si vous souhaitez connaître les maternités Hôpital Ami des bébés, pas beaucoup dans le Val d'Oise, malheureusement. Je crois qu'il n'y en a pas aujourd'hui. Voilà. Donc, par rapport à l'allaitement maternel. Le petit parallèle en termes de législation pour l'aliment, donc les laits infantiles ou les préparations infantiles destinées aux nourrissons. Alors, il y a plein d'appellations. Une appellation qu'on ne retrouve plus, ce sont les laits maternisés. Parce que justement, il y avait confusion entre lait maternel et lait maternisé. Donc voilà, la législation est claire. On ne voit plus apparaître le terme de maternisé. C'est lait infantile, préparation lactée pour nourrissons ou préparation infantile destinée aux nourrissons, mais on ne retrouvera plus ce terme. Alors la législation, elle est apparue assez tôt, hein, dans le temps, en 1865. Donc là, il y a eu les premiers laits infantiles qui sont apparus, et puis les premières commercialisations qui ont été faites par un monsieur dont on a toujours le nom en tête, c'est monsieur Nestlé. Alors, la réglementation par rapport à la composition des laits, parce que c'est surtout ça qui va nous intéresser, ce que je vais aborder par la suite, elle date de 1976. Donc, le but de cette réglementation, c'était de faire en sorte que ces laits infantiles aient une composition qui apporte l'essentiel des nutriments nécessaires pour les enfants. Donc, ces préparations pour lait infantile sont majoritairement des laits préparés à base de protéines de lait de vache. Il en existe maintenant à partir de protéines de lait de chèvre qu'on trouve en pharmacie et qui sont plutôt des laits à partir de 6 mois. Donc voilà, la majorité, protéines de lait de vache. Alors ces laits, leur composition, c'était effectivement d'apporter en termes de nutriments des protéines, donc issues du lait de vache, des graisses, donc on appelle des lipides, des sucres, les glucides, et puis le but aussi, c'était que ce soit la source principale de calcium, donc vitamines, minéraux, calcium, fer, vitamine D. Donc ce sont des préparations qui sont enrichies, notamment en calcium, en fer, en vitamine D, et on va voir depuis peu une autre graisse qui est apparue sur le marché. Donc voilà, la législation, c'était essentiellement avoir des laits infantiles qui répondent aux besoins nutritionnels de l'enfant,
à partir de protéines issues d'un animal dont le lait s'approcherait le plus des besoins nutritionnels donc de l'enfant. Depuis 2008, 2 types donc de lait infantile sont autorisés. Ceux que vous trouvez, donc les préparations pour nourrissons, c'est ceux qu'on appelle les laits premier âge, donc qui vont jusqu'à 4 ou 6 mois. Et puis les laits de suite, qui sont les laits deuxième âge, donc de 6 à 12 mois. Ce sont les 2 types de lait autorisés, commercialisés, ou en tout cas encadrés par rapport à leur composition. Je ne vous parle pas des laits de croissance, je vous en parlerai après, parce que alors les laits de croissance existent en France. C'est effectivement un lait qu'on trouve à partir de 10 mois jusqu'à 3 ans et on en a même au-delà. Les laits de croissance ne sont pas reconnus au niveau européen et on va voir justement qu'aujourd'hui la législation essaye d'être la plus homogène au niveau européen. Et les laits de croissance sont apparentés à des denrées de consommation courante en Europe. Donc, dans la législation, en tout cas en France, 2 laits autorisés, les préparations pour nourrissons, premier âge, les laits de suite, deuxième âge. Particularité, c'est qu'effectivement, ces laits vont être supplémentés en calcium, en fer, en vitamine D par rapport aux besoins nutritionnels de l'enfant, donc en termes de quantité. Les laits de croissance vont avoir aussi cette particularité-là, ce sont des laits de suite qui vont avoir une supplémentation en termes de quantité un petit peu plus. Mais voilà, il n'y a pas de reconnaissance et je vais vous expliquer justement aujourd'hui ce qui se passe. Donc voilà, particularité, le lait maternel, voilà, aujourd'hui, et le biberon, enfin en tout cas les laits infantiles. Pour ce qu'il s'agit de l'aspect nutritionnel, ce qui est voilà, le point important en termes de quantité et de qualité. Donc là, je vais aborder un petit peu avec vous de manière un peu plus précise les apports. Pour le lait maternel, donc c'est l'aliment naturel et idéal du nourrisson, fabriqué par l'homme pour l'homme. Donc on va y retrouver en termes de quantité une grande quantité d'eau, 87% d'eau. C'est pour ça que voilà, les enfants qui sont au lait maternel, en termes de grande chaleur, par exemple, on recommande de mettre le bébé au sein, de ne pas introduire d'eau. Ce n'est pas nécessaire, tout simplement parce qu'en termes de nutrition, il va le retrouver dans le lait maternel, cette eau qui lui est indispensable. Donc 87% d'eau, des lipides, donc des graisses indispensables pour notamment la maturation des cellules nerveuses au niveau cérébral, entre autres, des glucides, qui sont aussi donc des sucres nécessaires et qui sont voilà, la base du carburant nutritionnel pour l'enfant, des protéines, donc là des protéines qui vont être issues de l'alimentation aussi que la maman va pouvoir ingérer, des vitamine D notamment, qui est nécessaire pour la croissance osseuse puisqu'elle va permettre de fixer le calcium au niveau des os, des minéraux, donc notamment le fameux fer, qui est un anti-anémique. Là aussi, c'est la maman, par l'intermédiaire donc de son alimentation, qui va transmettre une partie de ses réserves nutritionnelles à l'enfant. Des anticorps également, des anticorps qui vont être protecteurs, donc qui sont les anticorps de la maman dans un premier temps, mais qui vont jouer un rôle protecteur les 6 premiers mois chez l'enfant et qui vont lui permettre notamment de lui donner le temps de fabriquer ses propres anticorps au fur et à mesure où il va rencontrer certains types de germes, de microbes, voilà, où il va fabriquer sa propre immunité. Donc c'est vrai qu'au départ, c'est la maman qui va lui transmettre ses propres anticorps qui vont disparaître après dans le temps. Le bébé va fabriquer sa propre immunité. Des bactéries amies. Alors, on appelle des bactéries amies, ce sont des bactéries qui vont coloniser le microbiote intestinal du bébé et qui vont jouer notamment un rôle protecteur, ce qui fait que l'enfant qui est au lait maternel a moins de risques infectieux parce que ces bactéries vont être là notamment pour protéger, coloniser et protéger le tube digestif, le système digestif de l'enfant et éviter certaines infections. Donc, vous voyez qu'en termes de qualité, en tout cas, là, on va avoir un ensemble de nutriments essentiels, protecteurs pour l'enfant. Au niveau donc, des laits infantiles, on va retrouver aussi, donc je vous en ai parlé un petit peu, donc les protéines issues du lait de vache,
les glucides, les lipides, les vitamines, on va rajouter de la vitamine D notamment, on va rajouter du fer, on va voilà, rajouter du calcium, hein, voilà, on va ajouter ce qui va être nécessaire en termes de quantité pour l'enfant et on va l'adapter au fur et à mesure, donc en fonction des laits premier, deuxième âge essentiellement. Depuis 2020, alors le but de supplémenter la base de ces laits infantiles, c'est de se rapprocher le plus possible du lait maternel. Donc bien sûr, pas de colorants, pas de conservateurs, pas d'édulcorants dans ces types de laits. Depuis 2020, la réglementation européenne est venue un petit peu enrichir la réglementation, notamment pour les laits premier et deuxième âge. Et sur les boîtes de préparation infantile destinées aux nourrissons, vous verrez notamment une nouvelle graisse qui est apparue donc qui s'appelle le DHA. Alors c'est un nom un petit peu barbare, l'acide docosahexaédoïque, DHA. Vous verrez que sur toutes les boîtes de préparation de lait infantile, on a à nouveau supplémenté en DHA, c'est tout simplement parce que c'est une nouvelle réglementation européenne et que tous les laits premier et deuxième âge doivent rajouter cette graisse qui est un oméga 3, qui est un acide gras essentiel pour le développement du système nerveux, des neurones, des tout petits. Alors, à savoir que cet acide, la DHA, existe dans le lait maternel depuis toujours. Simplement, on ne savait pas le synthétiser, l'industrie alimentaire ne savait pas la synthétiser, donc elle n'apparaissait pas dans ces laits infantiles. Et depuis 2020, effectivement, on a réussi à la synthétiser. Et comme c'est un acide gras qui est très important, il a été ajouté comme obligation dans les laits premier et deuxième âge. Ce qui n'est pas le cas pour les laits troisième âge ou les laits de croissance, puisque je vous ai dit, la réglementation européenne ne reconnaît pas ces laits-là. Donc, dans les laits de croissance, on va retrouver essentiellement du lait deuxième âge avec une supplémentation en vitamine D, en fer, en calcium. Alors, vérifiez s'il y a du DHA en plus. Ça ne fait pas partie de la réglementation puisque ces laits-là ne sont pas reconnus. En tout cas, à partir de la diversification alimentaire, on verra que, jusqu'en tout cas la diversification alimentaire, les laits premier âge et deuxième âge sont les seuls laits qui vont être nécessaires et qui vont correspondre aux besoins de l'enfant. Donc, on n'introduit pas d'autres laits avant au moins 6 mois. Les recommandations ne sont pas avant 8 mois parce que effectivement, l'enfant n'aura pas une diversification alimentaire suffisante pour supplémenter donc tous ces apports nutritionnels qu'un autre lait ne serait pas en mesure d'apporter. Donc, voilà, au niveau nutritionnel, en termes de qualité. En termes de quantité, maintenant. Si on revient sur l'allaitement maternel, l'allaitement maternel va s'adapter en quantité aux besoins du bébé. Et ça, c'est la fréquence des tétées qui va le permettre. Donc, c'est le nombre, la fréquence des tétées. Donc, c'est vrai que pour les mamans qui allaitent, on leur dit d'allaiter à la demande et de mettre le bébé le plus souvent possible au sein. Parce que effectivement, le phénomène de lactation va se mettre en place sous l'effet d'hormones et ces hormones vont être stimulées, entre autres, par la succion. Alors, pour vous donner une petite idée en termes de quantité, à la naissance, le bébé a besoin de quelques gouttes. Donc, à la naissance, on ne parle pas de lait maternel, on va parler de colostrum. 7 à 10 millilitres de lait, c'est l'essentiel. Et ça correspond, pour vous donner une petite idée, ça correspond à environ une cerise. Voilà, donc l'estomac de l'enfant, c'est à peu près cette quantité-là, une petite cerise, 5 à 7 millilitres. Vous voyez, c'est une toute petite quantité qui va augmenter petit à petit dans le temps. Donc, au bout de 3-4 jours, fin de la première semaine, on va être donc de 7 à 10 millilitres, on va dire maximum, on va passer quasiment à 50 millilitres. Donc, on va être
plus aux alentours d'une grosse noix, à peu près, hein, pour arriver au bout de 3 semaines, donc là, aux alentours de 50 à 100 millilitres. Et là, on va arriver quasiment à un gros œuf, hein, voilà, un œuf, voilà, une grosse noix ou un œuf. Donc, vous voyez que l'estomac de l'enfant va très vite s'adapter en termes de quantité de la cerise, en passant par la noix, pour arriver à l'œuf, hein. Donc, l'estomac va s'adapter au fur et à mesure. La quantité de lait aussi maternel va s'adapter. On arrive à la fin du premier mois environ à 500 millilitres de lait qui vont être fabriqués de manière régulière pour répondre aux besoins de l'enfant. Alors, en termes de satiété, je vous en parlerai un petit peu avant. C'est aussi la composition du lait qui va s'adapter et qui va faire que l'enfant va avoir une satiété qui va se mettre en place. Donc, au départ de la lactation, au début où le bébé va téter, on va avoir un lait qui va être plus riche en sucre, qui va permettre de compenser l'hypoglycémie chez le tout petit. Et puis, en fin de tétée, on aura plutôt un lait qui va être un petit peu plus riche en graisse et qui va permettre de dire au cerveau, d'envoyer cette information au cerveau qui va dire « j'ai assez mangé ». Il faut voilà, diminuer, ce qui fait que le bébé va téter de manière très avide en début de tétée et va voilà, téter de manière un petit peu moins drue, on va dire, la force de succion va être un petit peu moins importante en fin de tétée, donc au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, ce qui est le temps pour dire au cerveau, pour que le message arrive au cerveau et pour dire que voilà, la satiété est suffisante et l'enfant va s'arrêter de téter naturellement. Donc au sein, on va reparler de la succion, on verra que c'est la composition du lait maternel qui va faire que l'enfant va s'arrêter de téter naturellement, ce qui n'est pas le cas au biberon. Pardon. Alors, pour revenir sur la composition des laits par rapport aux laits infantiles qui sont proposés, donc vous avez sur le marché tout un tas de laits qui vont être proposés. La composition initiale en termes de nutriments, on va dire, est la même. Après, chaque laboratoire, chaque marque de lait va proposer voilà, des petits plus voilà, qui vont pouvoir être ajoutés par rapport au goût notamment. Il y a aussi quand même d'autres compositions et c'est là où j'attirerai votre attention, où vraiment ces laits, ces préparations infantiles il faut garder à l'esprit que ce sont comme des prescriptions médicales, même si ce n'est pas le cas malheureusement. Mais ces préparations vont pouvoir avoir des compositions différentes en fonction et qui vont s'adapter à la maturité digestive de l'enfant. Je m'explique, vous allez pouvoir trouver donc des laits infantiles premier âge, deuxième âge, mais vous allez pouvoir avoir des laits AR, anti-régurgitation, ou des laits dans lesquels on va rajouter de l'amidon de maïs, de la farine de caroube, qui sont des épaississants, qui vont permettre de répondre notamment aux problèmes de digestion de l'enfant qui aura tendance à avoir des régurgitations. Vous pouvez avoir des laits au bifidus ou des transits qui, eux, vont s'adapter à un transit qui va avoir plutôt tendance à être rapide, hein, avec des enfants qui vont avoir des problèmes de constipation, hein, et donc qui vont aider, donc, ou plutôt on ne va pas dire des problèmes de constipation, mais un problème de transit ralenti. Et donc ces laits vont aider effectivement en termes de digestion à accélérer un petit peu le transit. Il va y avoir des laits HA, qui sont des laits hypoallergéniques qu'on trouve essentiellement en pharmacie et qui vont être plus destinés à des enfants qui ont un risque allergique, compte tenu voilà, de la fragilité ou des antécédents familiaux aussi. Vous pouvez avoir des laits de régime aussi, qui sont des laits de régime qui vont être plus conseillés pour des enfants qui ont des risques de diarrhée, qui sont là aussi des laits qu'on va trouver en pharmacie. Donc c'est vrai que dans le commerce, vous allez pouvoir trouver différentes gammes de lait. Après, c'est important quand même de demander un avis professionnel, soit auprès de votre médecin, soit auprès des professionnels, les puéricultrices, hein, les personnes que vous pourrez rencontrer, parce que effectivement, ces laits vont correspondre à une digestibilité particulière de l'enfant
un système digestif avec une certaine immaturité et on pense parfois, hein, tout petit exemple, hein, les mamans des fois donnent un lait épaissi parce que ce sont des bébés gloutons qui ont toujours faim et elles se disent que comme ça va les caler davantage. Alors oui et non, ça je pourrais y revenir dans un autre webinaire, mais en même temps ça va entraîner des problèmes de constipation parce que les farines, enfin les épaississants vont entraîner des problèmes de constipation. Donc parfois on résout un problème mais on en crée un autre, hein. Donc c'est là où le conseil est important de, moi ce que j'appelle, pas faire son marché toute seule voilà, quand vous faites vos achats, parce qu'on peut résoudre un problème, on peut en créer un autre, hein. Donc voilà, attention à ces petits plus voilà, qui correspondent à des besoins vraiment particuliers de l'enfant. Au moyen de proximité, nous vous invitons à faire attention à vos sacs, téléphones ou tout autre objet personnel. Alors, essayez de couper votre micro, les personnes qui sont en webinaire, si vous pouvez couper votre micro pour ne pas voilà, avoir des petites interférences dans le webinaire, s'il vous plaît. Au niveau... Est-ce que vous pouvez couper votre micro? Merci. Au niveau de la satiété et au niveau de la physiologie, au niveau de la succion. Je voulais revenir aussi à la succion. La succion n'est pas la même quand le bébé tète au sein, quand le bébé tète au biberon. Quand le bébé tète au sein, il va tout simplement mettre sa langue de manière arrondie autour du sein. Et avec sa langue, il va aussi créer une onde, hein, qui va permettre d'amener le lait jusqu'au mamelon. Alors, dans un premier temps, effectivement, il va téter en tirant très très fort sur le mamelon. Donc là, c'est le premier phénomène, hein, qui va permettre déjà de déclencher, hein, l'éjection du lait dans un premier temps. Et puis ensuite, avec sa langue, il va amener un phénomène d'ondulation avec sa langue qui va permettre au lait d'arriver dans les canaux galactophores, hein, les fameux canaux qui vont permettre d'amener le lait jusqu'à l'extrémité du sang. Et donc, c'est une succion qui, du coup, va être très, très forte au départ, une position de la langue qui va être complètement différente de celle au lait, au biberon, hein, avec ce mouvement d'ondulation. Et puis, il y a aussi le phénomène de satiété, hein, je vous ai dit, où l'enfant va régler sa satiété tout seul. Alors, au départ, le bébé qui tète au sein va amorcer le lait, hein, l'arrivée du lait. Donc, il n'y a pas de lait qui arrive dans les premières secondes et le lait va arriver dans les secondes suivantes, hein. Donc, il y a vraiment une succion très, très forte avec vraiment voilà, ce phénomène d'ondulation, cette position de la langue qui est très particulière et qui va faire que voilà, l'enfant va avoir besoin d'avancer sa langue, bien attraper le sein pour pouvoir appuyer et onduler ensuite, hein. Donc, parfois, il peut y avoir aussi, là, dans la mise en place de l'allaitement, des petits soucis pour les enfants qui ont un frein de langue trop court, qui ne peuvent pas avancer la langue. Donc, là aussi, hein, c'est des petits inconforts qui peuvent se régler. Mais sachez que voilà, c'est une succion particulière. Au biberon, la succion est complètement différente puisque le bébé va appuyer. Donc là, on va avoir un phénomène de pression. Le bébé va appuyer entre sa langue, la tétine et le palais. Donc, il va y avoir un phénomène là de pression et plus d'ondulation qui va faire que quand le bébé va appuyer sur la tétine, le lait va couler. Et pour les bébés gloutons, effectivement, quand il va appuyer sur la tétine et qu'il va avoir ce phénomène donc, de pression, d'aspiration, le lait va couler de manière très, très régulière et très rapide, hein. Et donc, les quantités vont pouvoir être absorbées de manière très rapide. Et on a des bébés qui, en 10 minutes, ont déjà bu tout leur biberon. Donc, pour ces bébés gloutons, c'est vrai que ça peut poser des difficultés parce que, au bout de 10 minutes, si le bébé a déjà absorbé toute la quantité de lait nécessaire, qui en tout cas serait suffisante, eh bien, il va avoir tendance à réclamer. Et les mamans vont avoir tendance à donner encore un peu plus en disant peut-être que la quantité n'est pas suffisante. C'est tout simplement parce que entre le moment où
l'enfant commence à ingurgiter le lait, à boire le lait et où le message arrive au niveau du cerveau en disant: «Ça y est, la satiété est terminée et l'enfant peut arrêter de boire», et bien souvent, il se passe environ un quart d'heure, 20 minutes. Si le bébé boit son biberon 10 minutes, eh bien, c'est 10 minutes où il va pleurer le temps que la satiété se mette en place, et pendant ces 10 minutes, eh bien, les mamans vont avoir tendance à parfois reproposer un biberon supplémentaire, mais ce qui veut dire qu'on apporte des calories supplémentaires et des quantités supplémentaires, hein. La quantité chez le petit enfant, le bébé qui est avec un lait infantile, elle se calcule en fonction de son poids, et donc c'est le médecin qui va faire le calcul. Ce qui veut dire que 2 bébés du même âge, mais n'auront pas forcément le même poids et pas forcément les mêmes besoins en termes de quantité, et ces quantités vont se réguler sur 24 heures, jour et nuit. Sauf que, bah, effectivement, pour ces bébés gloutons, parfois on peut dépasser ces quantités parce que les bébés ont tendance à boire trop vite. Là aussi, il y a des petits trucs et des petites astuces que je reprendrai dans un prochain webinaire que je consacrerai aussi, heu, voilà, au bébé qui, va avoir ce mode d'alimentation au biberon, où là encore, hein, attention à ne pas donner trop en quantité parce que là encore, ce sont des voilà, de l'énergie, des calories en supplément dont l'enfant n'a pas forcément besoin, hein. Donc le bébé au biberon, la régulation de ses besoins se fait en général toutes les 2 heures et demie ou 3 heures, hein, donc ça, c'est à peu près la fréquence, hein, des tétés et des biberons, qu'on va pouvoir, donner, puisqu'il faut le temps aussi de la digestion qui est beaucoup plus lente, au biberon. Au sein, je vous avais expliqué que, bah, la digestion déjà d'une part, la satiété va se régler de manière automatique du fait de la composition du lait qui va être riche en sucre au départ et riche en graisse à la fin, et donc le message de la satiété va être envoyé, voilà, de manière quasi automatique. Ce qui fait que en général, les tétés, effectivement, c'est 10 minutes, un quart d'heure parce que c'est à peu près la satiété, hein, le temps, du message qui va être envoyé au cerveau. Alors après, ça peut durer un petit peu plus, hein, c'est la tétée plaisir, c'est l'enfant qui vous sentez, hein, que déjà la succion est moins forte, et voilà, on va se fier à la demande du bébé, à ses besoins, et il faut savoir qu'au sein, je vous ai dit, les tétées peuvent être beaucoup plus fréquentes effectivement, toutes les heures et demie, hein, on peut mettre le bébé au sein, tout simplement parce que la digestion est beaucoup plus rapide, que les nutriments vont être absorbés, de manière, voilà, plus en tout cas vont être tous ces nutriments vont être récupérés et utilisés par le bébé, de manière assez rapide, parce que c'est ce qui va correspondre à ses besoins. Donc voilà, cette régulation de la satiété se fait de manière plus naturelle au sein, un petit peu moins naturelle au biberon, et là, c'est un petit peu plus aux mamans, aux parents, hein, de réguler, cette satiété avec des petits trucs, pour éviter notamment des apports caloriques trop importants, hein, par rapport aux besoins qui pourraient surcharger ses reins, son foie, et puis sa prise de poids aussi, hein. Donc là, voilà, il faut rester vigilant. En termes d'organisation, au niveau du lait maternel, bah, le lait est à température, corporelle, 37 degrés. Il est disponible immédiatement. Alors immédiatement, quelques petites secondes entre le début de la succion et hem, l'arrivée du lait, hein, disponible. Il est à la demande, pas de coût supplémentaire, hein, en termes d'achat au niveau en tout cas du lait, de la matière première. Je dirais en termes de matériel après, bah, des soutiens-gorge adaptés, voilà, qui ne blessent pas, qui n'ont pas d'armature pour ne pas créer, voilà, de petits soucis d'engorgement. Là aussi, je pourrais y revenir dans un prochain webinaire consacré à l'allaitement maternel. Donc soutien-gorge adapté, vêtements adaptés qui vous permettent d'allaiter facilement, des petits coussins d'allaitement. Alors les petits coussins d'allaitement, voilà, hein, qui peuvent être des coussins d'allaitement soit, lavables, soit jetables, hein, qui sont, des coussins qui vont être mis dans le soutien-gorge et qui vont permettre d'absorber, hein, les gouttes de lait ou le lait qui pourrait s'écouler, hein, entre les tétées. Donc ça, c'est voilà, petit achat, supplémentaire. Le tire-lait n'est pas un matériel indispensable,
Il y a des mamans qui allaitent et qui n'ont pas besoin de tire-lait, donc ça peut être utile dans le temps, par rapport au sevrage, par rapport à une reprise de travail, et à la poursuite de l'allaitement maternel. Mais là aussi, c'est quelque chose dont on pourra, reparler par la suite, mais en tout cas qui ne font pas partie des achats, prioritaires. Pour ce qui est, des laits infantiles, et bah, la matière première, hein, déjà, les préparations pour nourrissons, donc les laits 1er âge ou les laits 2e âge, donc les laits de suite, bah, là, il va falloir acheter la poudre. Donc il va falloir aussi acheter l'eau qui va permettre de reconstituer, ces préparations pour nourrissons. Alors dans les eaux, on peut utiliser quasiment toutes les eaux, sauf les eaux qui sont trop riches en minéraux, trop minéralisées, qui là peuvent surcharger, les reins, chez l'enfant. Donc là, voilà, on est vigilant. Mais on peut utiliser aussi bien, des eaux de source, des eaux, certaines eaux minérales, l'eau du robinet, là aussi, s'il n'y a pas de problème signalé particulier. Donc là encore, fiez-vous, bah, à l'indication sur les eaux que vous achetez. Les recommandations en général, c'est vous avez soit une tête de bébé, soit un biberon, soit il est bien noté que ce sont des eaux qui peuvent être utilisées, pour, la préparation, des laits infantiles ou des préparations pour nourrissons. Voilà, donc suivez bien ces indications. Après, en termes de matériel, bah, éventuellement le chauffe-biberon ou le bain-marie, là aussi, hein. Bah, des biberons, soit biberons en verre, soit des biberons plastiques, hein. Donc je vous rappelle que ces biberons en plastique, il y a plus de bisphénol A depuis 2015, sont dans les recommandations. Tout ce qui est contenant, dans ces matières destinées aux enfants de moins de 3 ans, il y a plus de bisphénol A, donc pas d'inquiétude. Les tétines, donc des tétines, soit effectivement, tétines en silicone avec des embases plus ou moins larges, qui vont aussi, hein, permettre, voilà, de retrouver un petit peu, le sein, mais pour les enfants qui n'auront pas connu le sein, voilà, ça n'a pas forcément d'importance. Peut-être plus pour ceux qui auront, connu le sein avant. Vous avez aussi des tétines, voilà, qui, sont plus, dans ces matières, hein, caoutchouc, alors qui sont des tétines qui notamment, c'est vrai qu'entre, les 2 tétines, celles-ci en silicone sont un petit peu plus, fermes, et pour les bébés gloutons, ça peut être une indication. Pour les bébés qui ont un peu plus de mal à téter, c'est vrai que celles-ci sont un peu plus souples et effectivement demandent un petit peu moins d'effort physique. Donc là encore, ça peut être des recommandations qu'on peut adapter, hein, quand le bébé est aux préparations, pour nourrissons. S'il y a peut-être des petites difficultés d'ajustement dans les quantités, dans la difficulté à téter, on peut reparler, voilà, de ce matériel. Heu, Dernier aspect, un des derniers aspects dont je vous avais parlé, l'aspect affectif. Donc là, bah, dans l'allaitement maternel, on est vraiment dans un contact de proximité, un contact physique de proximité. On est dans le corps à corps, hein, ne serait-ce que dans les positions qui sont proposées, voilà, pour l'allaitement maternel. Il y a des contacts physiques fréquents. Après, petit écueil, si ça peut en être un, mais voilà, à vous aussi d'y réfléchir, et c'est mon propos, hein, dans ce webinaire aujourd'hui. Bah, le papa ou l'autre conjoint, en tout cas, aura du mal à prendre le relais, de ce mode d'alimentation. Alors, c'est vrai que pour les messieurs, heu, pour l'instant, ils n'ont pas les phénomènes hormonaux, pardon, même s'ils ont les glandes mammaires, en tout cas, ils n'ont pas les phénomènes hormonaux qui peuvent permettre de mettre en route la lactation, donc pas encore possible, pour eux. Voilà, donc mais là encore, les rôles parentaux s'organisent, et il y a, voilà, beaucoup d'autres activités dans le maternage qui permettent à l'autre parent d'être présent, ne serait-ce que d'aller chercher le bébé pour l'amener à la maman au moment de la tétée, le change, les moments de jeu, de câlin, l'organisation des tâches ménagères, l'organisation, voilà, des différents temps, hein, dans la maison, qui sont aussi des rôles parentaux, hein. Il n'y a pas que l'allaitement, et l'alimentation de l'enfant qui fait partie du rôle parental. Donc là encore, le choix de l'allaitement maternel ne met pas du tout l'autre parent de côté, contrairement à ce que vous pourrez entendre ou vous pourrez lire.
Alors, là encore, c'est vrai que par rapport à l'allaitement maternel, vous verrez que, il y a un lien d'attachement, par rapport à ce maternage de proximité, par rapport à ce contact physique qui va se développer. Ceci étant, pour les bébés qui sont biberons, le contact physique reste présent. Il y a le portage du bébé, on est toujours dans le maternage. Les liens d'attachement se mettent en place aussi par le regard, par la parole, par le toucher que vous aurez avec votre bébé, hein, au cours, du moment où vous allez doder ce biberon, hein. Et alors, là aussi, la possibilité d'impliquer l'autre parent, effectivement, mais on a vu qu'il n'y avait pas que, l'alimentation qui pouvait impliquer le parent. Là encore, hein, les fonctions maternelles et paternelles peuvent se jouer de manière différente et on peut y réfléchir en amont. Et là, que ce soit l'un ou l'autre mode d'alimentation qui est choisi, c'est les dialogues, l'échange dans le couple qui va vous permettre d'y réfléchir. Et le plus important, c'est de donner l'alimentation de votre enfant avec amour, que ce soit par l'intermédiaire du sein ou par l'intermédiaire du biberon, c'est de garder, hein, ce côté nutritionnel et ce côté affectif, donc qui est toujours présent, hein. Donc c'est vrai que des fois les mamans biberons ont cette petite ambivalence de se dire: «Oui, mais il y aura pas ce contact physique, charnel, de proximité». Le bébé, vous le porterez dans vos bras, vous l'aurez dans vos bras à d'autres moments. Le pot à pot, il sera présent à d'autres moments. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui doit en tout cas, vous faire hésiter. Et puis dernier point, le regard de l'autre. Ben c'est vrai qu'on a toujours, voilà, on se pose toujours des questions, notamment par rapport à l'allaitement maternel, le fait de sortir à l'extérieur. Est-ce que je vais pouvoir allaiter à l'extérieur? Comment je vais m'organiser? Quel va être le regard de l'autre? Il suffit de réfléchir à son organisation. On peut tout à fait allaiter à l'extérieur en toute sérénité. On réfléchit, à sa tenue vestimentaire, à des petits langes, des foulards qui peuvent aider à cacher le sein, à permettre au bébé d'être alimenté à l'extérieur. Alors c'est vrai que ce qui est un petit peu dommage, c'est que le sein a eu tendance à être beaucoup, vu dans son rôle érotique, mais pas dans son rôle nutritionnel. Vous, c'est ce rôle nutritionnel, si vous faites ce choix d'allaitement maternel, c'est ce rôle nutritionnel que vous privilégiez et il faut rester, voilà, dans vos convictions, et c'est le sein pour vous sera et pour votre bébé, avant tout, hein, le moyen de nourrir votre bébé. Quand on donne le biberon, là encore, en termes d'organisation, on doit s'organiser, on doit prévoir les biberons, on doit prévoir la quantité de lait, on doit prévoir, est-ce que le lait est à température ambiante ou est-ce que le lait est réchauffé? Donc là encore, comment est-ce que je vais le reconstituer? Donc je vous rappelle que la reconstitution se fait toujours à la dernière minute entre la poudre et l'eau. Donc là, voilà, à vous de vous organiser, de pouvoir transporter l'eau à bonne température, d'avoir vos petites dosettes de lait, aussi, à portée de main. Donc maintenant, voilà, pareil, on vend dans le commerce, hein, des petites dosettes que vous pouvez pré-remplir avec la quantité de lait adaptée. Voilà, à vous de vous organiser, mais là encore, hein, on est dans un rôle nutritionnel, on s'organise, on peut sortir, on ne sait pas parce qu'on a choisi l'un ou l'autre mode d'alimentation qu'on ne peut pas sortir à l'extérieur. Le bébé a besoin aussi de se socialiser, vous avez besoin de sortir, vous avez besoin, voilà, d'aller à l'extérieur, même si aujourd'hui, malheureusement, on est un peu plus limité dans nos sorties, mais ça fait partie, hein, des besoins de l'enfant. Il peut être alimenté à l'extérieur sans problème. Donc pour terminer mon propos aujourd'hui, je vous dirais que si vous hésitez, vous pouvez toujours démarrer un allaitement maternel, heu, à la maternité. Il est toujours possible de passer à un allaitement mixte. L'allaitement mixte, c'est le fait effectivement d'introduire, un autre type d'aliment, c'est-à-dire plus un lait infantile, une préparation pour nourrissons, donc on va introduire et on va alterner les tétés et les biberons. Après, une fois rentré à la maison, effectivement, soit vous continuez cet allaitement mixte, soit vous pouvez alors le fait de continuer l'allaitement mixte va faire que effectivement la lactation va se mettre en place d'une manière différente, avec des quantités de lait qui vont être un petit peu moins importantes. Si dans le temps, vous faites le choix de ne plus allaiter, c'est le fait d'augmenter
le nombre de biberons qui va faire que votre lactation va diminuer petit à petit pour s'arrêter. Et donc, vous n'aurez pas besoin d'avoir recours, hein, à quelques médications de ce soin pour arrêter la lactation. Soit vous souhaitez maintenir l'allaitement maternel, vous pouvez très bien, plus vous allez augmenter la fréquence des tétées, et diminuer le nombre de biberons, votre lactation va se mettre en route en conséquence et vous pourrez même pas revenir à un allaitement maternel exclusif et ne plus donner du tout de biberons. Le petit risque, c'est qu'effectivement, quand on a commencé à donner des biberons, la succion n'est pas la même et que le bébé puisse faire son choix sur le mode de succion. Bon, après, voilà, rien n'empêche effectivement de revenir à un allaitement. Le fait de remettre le bébé au sein, régulièrement, et de manière exclusive, eh bien, l'allaitement maternel va pouvoir, être proposé de manière exclusive. Donc là encore, si vous avez une hésitation, faites le choix de l'allaitement maternel, heu, allaitement mixte éventuellement. Alors dans les recommandations, effectivement, dans les recommandations de l'OMS, c'est essayer de maintenir, un allaitement maternel exclusif les 6 premières semaines. Ça dans le but et dans l'intérêt de transmettre à l'enfant, eh bien, tous les bénéfices de l'allaitement maternel dont je vous ai expliqué tout à l'heure, en termes nutritionnels, hein, de protection de l'enfant, des risques d'infection, voilà, des anticorps éventuellement. Donc c'est vrai que si on peut poursuivre l'allaitement maternel 6 semaines, de manière exclusive, c'est l'idéal et de passer à un allaitement, mixte par la suite. Voilà, en conclusion, je vous dirais que le choix du mode d'alimentation reste le vôtre. J'espère que ces quelques informations vous auront permis d'avoir un éclairage, donner des informations supplémentaires pour savoir quel type d'alimentation vous souhaitez, offrir à votre bébé. Heu, voilà, sachez que ce soit l'un ou l'autre, quel que soit le mode d'alimentation, c'est une alimentation, voilà, que vous donnerez avec amour et c'est ça l'essentiel. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à me recontacter. Donc je suis tous les jeudis matins, à la maison de la parentalité et du bien-être à Beauchamp, dans la salle Cocon, au premier étage. Vous pouvez me joindre également par téléphone ou par mail, et donc là, voilà, on peut, se rencontrer, soit à votre domicile, soit, à la maison de la parentalité. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. En tout cas, j'espère que cette petite heure passée ensemble vous aura permis d'avoir des informations supplémentaires, pour faire votre choix. Heu, donc je vous remercie et j'espère vous rencontrer, à l'occasion, voilà, des questions que vous pourrez vous poser ou de prochains webinaires ou d'ateliers conférences que je me permettrai de vous proposer, sur, des thèmes liés à l'alimentation ou d'autres thèmes. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.